Ne semble guère perturber ses habitants. Ces derniers vaquent tranquillement à leurs occupations. Des enfants jouent aux alentours, d'autres titillent le danger. Pour accéder à ce niveau, il faut escalader les monticules de gravats et de déchets. L'odeur qui s'y dégage est indescriptible. Dans ces maisons qui menacent ruine, un drame peut vite arriver. La dalle est tombée dessus. 6 personnes ont été blessées. Les 2 ont la jambe cassée. Les autres ont des blessures très graves. Ce sont des maisons familiales. Il n'y avait pas de fer dans les anciennes constructions. Il n'y a que des briques. Certaines de ces maisons ont plus de 80 ans, d'autres 100. Cela fait plus d'un mois que cette dame marche avec des béquilles. Elle traîne sa jambe emplâtrée. Elle a besoin d'être épaulée pour sortir de sa chambre. L'étroitesse des couloirs de cette maison n'arrange pas les choses. Ses proches tentent de la soigner avec les moyens du bord, des soins qui viennent rallonger la liste des dépenses quotidiennes. Toutefois, elles sont conscientes du danger qui les guette. Si blessés, on ne peut pas faire des navettes tous les matins à l'hôpital avec eux pour les soigner. C'est pourquoi quand on m'a proposé Rayala, j'ai répondu que je ne peux aller là-bas dans ces conditions. Nous savons que c'est risqué d'habiter ici, mais nous n'avons nulle part d'autre où aller. Personne ne peut vivre ici à cause de l'avancée de la mer. Mais nous n'avons pas le choix. Personne ne nous est venu en aide depuis que cet incident est arrivé. Nous faisons des va-et-vient à l'hôpital pour soigner nos blessés. Je dis bien personne ne nous aide. Dans cet environnement, les esprits s'échauffent très vite. Cette famille en veut au maire de la région, Mansour Faye. Ses membres lui reprochent son indifférence. Dans quelle mesure on peut apporter en tout cas un appui aux populations victimes de ces furies de vagues? Cela va faire bientôt un mois depuis l'effondrement de la dalle. Il n'y a que Alioune Badara Cissé qui est venu nous donner un coup de main. À part lui, personne d'autre n'est venu. La mairie n'a pas posé les pieds ici pour prendre de nos nouvelles. Et pourtant, très souvent, le maire passe ici. C'est moi qui achète les ordonnances malgré mes maigres moyens. Je vends du poisson pour m'en sortir. La pression de l'avancée de la mer est plus forte à Santhiaba et à Guet-Ndar. La situation a empiré avec l'effondrement du mur de protection qui avait été construit par les colons en 1938. Des centaines d'années en arrière, nos ancêtres qui occupaient ces terres furent touchés par la peste. Ils ont été expulsés et logés à Santhiaba par les Portugais. Le village a ensuite été brûlé. C'est après cet épisode que le mur a été construit, plus les lotissements. Au fil des années, Guet-Ndar est réoccupé par des pêcheurs. La distance réglementaire entre le mur et la mer a été réduite progressivement par les habitations construites par l'homme, l'extraction du sable marin et les autres agressions faites sur le site. En 1926, le mur était endommagé. Les Blancs avaient senti la nécessité d'ériger un mur de protection pour protéger Guet-Ndar. C'est là que tu vas ériger en 1930. Les travaux avaient été bouclés en 1930. Le mur distançait les habitations de 20 mètres. Nos autorités ne sont pas vraiment réactives. Elles ne réagissent que tardivement, ce qui fait qu'elles vont perdre du temps et de l'argent inutilement. Non seulement tu vas dépenser mais la situation s'est accentuée ces 3 dernières années. L'arrière du bâtiment de l'école Cheikh Touré de Guet-Ndar s'est affaissé. Il y a eu plus de peur que de mal. Aucun blessé n'a été enregistré. Toutefois, le lieu a été abandonné. L'école Cheikh Touré est fermée à cause de l'effondrement d'un mur, à cause de l'insécurité qui régnait sur place. Le préfet a fermé l'établissement. Nous souhaitons qu'on aménage une infrastructure qui permet de reconstruire l'école afin que nos enfants soient plus près. À Guet-Ndar, nous avons l'impression d'être assis sur une bombe. Nous avons des difficultés par rapport à nos lieux d'habitation, la pêche, la brèche, entre autres. Nous faisons partie de ce pays et nous ne voulons plus entendre de promesses.
On ne peut arrêter la mer avec ses bras, a-t-on l'habitude de dire. Cet adage se vérifie sur cette partie du littoral. Malgré les dégâts causés par l'érosion côtière, certains continuent de reconstruire leurs maisons dans ce tas de ruines en espérant mettre sur pied des murs plus solides. Une telle philosophie est illusoire. La mer, menaçante, poursuit son avancée destructrice. Le président du collectif des pêcheurs pour la sauvegarde de la pêche et du littoral, Mbaye Dièye Sène, interpelle les autorités étatiques. Si nos autorités se penchent sérieusement sur les problèmes de Guet Ndar, les choses vont s'améliorer. Il y a des mots qui nécessitent des secours urgents. Ce qui se passe ici, c'est une catastrophe. Il faut déployer des moyens sur le terrain pour tout solutionner. L'aménagement d'une digue de protection sur la langue de Barbarie entre Guet Ndar et Goxumbath a suscité beaucoup d'espoir chez les habitants de cette zone. Le coût des travaux est estimé à 4 milliards de francs CFA, financé entièrement par l'État du Sénégal. Ce projet est piloté par Eiffage. Aujourd'hui, il enregistre quelques lenteurs. Un autre quartier affecté par l'avancée de la mer, Goxumbath. Ici, les dégâts sont moins prononcés. Quartier populaire avec plus de 100 000 ménages, Goxumbath a un enjeu économique de taille. La pêche artisanale constitue la principale source de revenus des habitants. Zahir Fall est né dans ce quartier. La localité a changé de visage au fil du temps. La dernière visite des deux chefs d'État, français et sénégalais, avait suscité l'espoir chez les populations de cette localité. Les présidents Sall et Macron avaient annoncé l'aménagement d'une digue de protection sur 3,50 km afin de préserver ce quartier. La digue est venue à son heure. Parce que depuis presque plusieurs années, nous vivions dans le calvaire. Donc quand le président Macky Sall est venu en 2016 annoncer la mise en place d'une digue de protection, nous étions heureux. Nous étions vraiment aux anges. Parce que nous sommes nés, nous avons grandi ici. Et nous avons vu une digue de protection, à part celle qui a été construite en 68 par les Blancs. Donc c'était une nouvelle que nous avions accueillie à bras ouverts. Le lancement des travaux a été vraiment un tintamarre. Donc ça a été vraiment... Ça a été de façon positive. Elle s'est certes affaissée, mais si elle n'était pas là, les choses auraient pu être pires. Avant, personne ne pouvait s'asseoir ici. Les vagues venaient jusqu'ici. Nous souhaitons qu'on nous construise une infrastructure beaucoup plus solide. La dernière houle aurait pu faire plus de dégâts, mais heureusement pour nous. Les travaux avaient démarré en novembre dernier. La dernière houle a réduit l'infrastructure à son plus simple élément. Sur place, les agents d'Eiffage reprennent le travail depuis le début. Une perte de temps que le vieux Djibril Seck ne digère pas. Un goût qui lui est resté en travers de la gorge. Nous pensions que cette infrastructure était solide, mais ce qui s'est passé nous a prouvé le contraire. Les promesses qui nous avaient été faites n'ont pas été respectées jusqu'à présent. Nous attendons de voir. Aujourd'hui, quand il regarde la mer, il est nostalgique comme beaucoup d'autres. Tous se souviennent de l'époque où ils avaient plusieurs mètres de plage, leurs pirogues amarrées tout au long et des espaces aménagés pour confectionner des filets de pêche ou se reposer tout simplement. Avec l'avancée de la mer, tout ceci n'est plus possible et cette situation affecte leur travail. Aller en mer devient un véritable casse-tête. Les pirogues étaient amarrées plusieurs mètres plus loin. L'avancée de mer fait qu'il n'est plus possible de rester sur la plage. J'avais une tente à 50 mètres plus loin, mais j'ai tout perdu. Avant, on avait une tente où on pouvait fabriquer nos filets de pêche. Il était situé plusieurs mètres plus loin, mais la mer a tout pris. Nous prions pour que les agents d'Eiffage puissent avoir l'expertise nécessaire pour mettre sur pied une digue plus solide. Nous les remercions pour tout ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont ici à longueur de journée.
pour essayer de voir comment ils peuvent nous venir en aide. Le président du mouvement Walunda qualifie cet affaissement de la DIC d'échec. Pour Zaïfal, les choses ont été précipitées, les différentes étapes sautées. Il appelle l'État à mettre en place une infrastructure qui pourra soulager les habitants de Gokhumbath. Quand nous avions vu la DIC en train de s'affaisser, on a compris que l'étude n'était pas sérieuse. Une mur de 108 jusqu'à présent tient. Une DIC qui a été construite en novembre. Novembre, avril, ça fait 6 mois. Qui n'a duré le temps d'une houle. Il a fallu que la mer se réveille pour que la DIC puisse s'affaisser. Et il faut en train vraiment de tout récupérer, encore commencer à zéro. Donc on peut dire que c'est un éternel recommencement. Donc c'est du temps encore perdu, alors que le temps est précieux, le temps est de l'argent. Le président du collectif pour la sauvegarde de la pêche et du littoral invite les autorités étatiques à impliquer la population dans la construction de cette digue. Selon lui, il y a des prières à faire au préalable pour que le génie de cette terre accepte l'aménagement de cette infrastructure. Si ce n'est pas fait, on assistera à un éternel recommencement. Pour régler ce problème, il faudra impliquer les sages du village. Ils maîtrisent le phénomène. Cela fait plusieurs années qu'ils habitent ici. Si les autorités veulent que les travaux aboutissent, il faut associer les sages. Sinon, rien ne pourra être construit sur ce site. La dernière a affecté la digue. Et pourtant, les sages du quartier les avaient bien prévenus. Le notable Mordjei doute que Guet-Ndar, Santhiaba et Gokhumbath retrouvent leur visage d'antan. Pour lui, la meilleure solution est de trouver un autre site de recasement au sinistré de ces quartiers. Construire une digue de protection qui empêchera la mer d'avancer, moi je ne crois pas trop. Toutefois, il y a des gens expérimentés dans ce pays. J'aurais souhaité un autre à l'intérieur de Saint-Louis, qu'on appellera Guet-Ndar 3 ou 4. Peu importe l'infrastructure qui sera construite ici, cela ne servira à rien. D'autres préconisent le dragage de la langue de Barbarie pour récupérer quelques mètres de côte. Mbaye Diéssène confie que cela a été expérimenté dans d'autres pays. Le même principe pourrait être adopté pour Saint-Louis. Avant, le fleuve était dragué pour permettre au courant de bien circuler en profondeur. Et on gagnait plusieurs mètres de plage. On raconte que depuis l'indépendance, le fleuve n'a pas été dragué. Aujourd'hui, les conséquences sont visibles. La mairie de Saint-Louis a relogé des centaines de familles à Khariala, mais d'autres continuent d'occuper les maisons endommagées par l'avancée de la mer, malgré l'interdiction du préfet. Ces habitants le font de manière clandestine. Khariala, pour eux, est un autre monde qui ne fera qu'augmenter leurs problèmes. Sur 100 personnes, les 60 sont encore ici parce qu'elles ne veulent pas de Khariala. Il n'y a pas de sécurité et les sinistrés vivent dans des conditions très difficiles. Avant, ils avaient la possibilité d'aller en mer chaque jour pour pouvoir donner la dépense quotidienne. Si on vous amène à Khariala pour venir travailler le matin, vous payez 500 ou 700 francs. Cela augmente vos dépenses. Vous voyez les maisons effondrées. C'est vrai que c'est risqué, mais beaucoup sont restés ici. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on leur trouve d'autres logements. Mais nos autorités, de manière générale, ne réagissent que si la situation atteint un niveau inquiétant. Depuis le début, elles auraient dû venir en aide. Un être humain ne peut vivre dans certaines conditions. Prendre 10 personnes et les installer dans une tente, c'est inadmissible. Les premiers logements sociaux construits sur ce site sont l'œuvre de Cherbamba Dieye, ancien maire de Saint-Louis. La cité avait été mise sur pied à titre provisoire, mais ici le mot provisoire semble avoir une autre signification. Et comme un malheur ne vient jamais seul, l'hivernage pointe à l'horizon.
les Guet-Ndariens invitent le gouvernement à tourner le regard vers les habitants de Xaar Yàlla. Xaar Yàlla est situé sur une terre boueuse. Avec l'hivernage, les choses vont s'empirer. Nous demandons au gouvernement de leur venir en aide. S'il le faut, qu'on leur trouve un autre site de recasement. Les sinistrés ont été délocalisés à la cité Xaar Yàlla, plus connue sous le nom de logement Cheikh Bamba Dièye. Au total, c'est près de 100 maisons. Mais depuis, le dossier est classé sans suite. L'actuel maire a installé des bâches à côté pour les sinistrés. Ces abris de fortune étaient censés être provisoires et les sinistrés commencent vraiment à durer là-bas. L'hivernage arrive à grands pas. Il faut qu'on les aide. Bakar Diagne fait partie des premiers sinistrés à être relogés à Xaar Yàlla. Bientôt 2 ans qu'il habite ici avec sa famille. Depuis lors, leurs conditions de vie n'ont pas changé. Un tour dans la cité nous permet d'en avoir une idée plus claire. Plus de 60 familles ont été relogées ici. Le président du collectif des sinistrés de Xaar Yàlla révèle que le quartier ne dispose pas de courant et n'est pas approvisionné en eau. Abdelaziz Mboup affirme qu'ils vivent dans des conditions inhumaines et cela fait une éternité qu'ils n'ont plus le soutien de la mairie. Au départ, Bal Latir et d'autres agents de la mairie sont venus nous prêter main forte et nous ont logés, certes, mais après il n'y a pas eu de suivi. Ils ne nous rendent plus visite. Ces maisons manquent de sécurité. Un voleur pourrait même entrer facilement. Au départ, ça, dans une visite. Mais là, il y a une visite. Dans une ville, ça nous fait dalle. Dans une ville, ça nous fait. À mon sécurité. Nous n'avons pas d'eau, nous achetons de l'eau tous les jours. C'est difficile de vivre ainsi. Les temps sont durs. La pêche dans cette zone n'est plus ce qu'elle était. Avec toutes les dépenses qui nous attendent, ce n'est pas évident. Certains ont perdu même la raison à cause du manque d'éclairage. Nous n'avons pas de frigo pour garder au frais les produits que nous ramenons de la mer. Le président du collectif des sinistrés de Xaar Yàlla ne veut plus courir derrière la mairie pour l'interpeller sur leur situation. Abdelaziz Mboup demande à l'édile de la capitale du Nord de les édifier sur les titres de propriété de ces logements. Les habitants de cette cité veulent savoir s'ils sont les propriétaires de ces maisons ou non. Cette situation ne peut continuer. Nous ne pouvons plus accepter certaines choses. Nous préférons 1000 fois retourner dans nos anciennes maisons en ruine au tendre la main que de rester ici dans ces conditions. Nous ne savons pas si nous sommes les propriétaires de ces maisons ou pas. On ne nous a rien dit de clair. La mairie nous a remis des documents en nous précisant que nous ne devons entreprendre aucune démarche pour changer quoi que ce soit. Je ne voudrais pas que ma famille soit dispersée. Dans chaque maison, il n'y a que 3 chambres. Pour un chef de famille qui a 2 épouses, cela ne l'arrange pas. Ils n'ont qu'à nous autoriser vraiment à agrandir les maisons. À côté, nous avons la deuxième vague des sinistrés de la dernière houle à Guet-Ndar. Ils sont logés dans des tentes. Ici, l'eau et le courant ne sont pas un problème. Les préoccupations sont d'un autre ordre et c'est ce que laisse entendre leur président. Quand on nous a installés ici, on nous avait dit que l'on resterait ici pour 2 mois. Jusqu'à présent, rien n'a changé et on nous a promis que cela se fera sous peu. Nous avons du courant maintenant. Au début, il n'y en avait pas. Mais là, ça va. Nous avons aussi des toilettes et 3 robinets. Ces sinistrés vivent dans des conditions très précaires. Dans les allées, des femmes qui font la vaisselle, préparent le repas ou un thé. Des enfants qui gambadent de l'autre côté. Des scènes qui sortent de l'ordinaire. Mais la réalité quotidienne est pesante. Ces sinistrés ne savent pas quand est-ce qu'ils apercevront le bout du tunnel. Plusieurs familles se partagent une même tente, 2 toilettes publiques installées pour tous. C'est très dur de vivre dans ces tentes. Chacune accueille au minimum 2 familles. Il y en a qui ont
3 ou 4 familles. Il y a beaucoup de vent ici. Il fait très frais la nuit et le contraire la journée. Nous souffrons d'un manque de sécurité. Cependant, je dois dire que la députée Aminata Gueye nous aide beaucoup. On attend la mairie pour partir d'ici. Elle nous avait promis des logements dans un autre site. La date butoir, c'est le 30 mai prochain. L'autre préoccupation pressante des habitants de la langue de Barbarie, leur différend avec la Mauritanie concernant les accords de pêche. Et comme si ce n'était pas suffisant, les pêcheurs peinent à faire correctement leur travail. Plusieurs facteurs font qu'aujourd'hui ils sont bloqués dans un périmètre et ne peuvent aller au-delà. Avant, on pouvait nous aventurer des kilomètres en mer, mais maintenant, nous ne pouvons plus. La frontière avec la Mauritanie est à notre droite. En face, nous avons une délimitation à cause de la recherche du pétrole. À gauche, nous avons l'air maritime protégé. Nous sommes bloqués par beaucoup de choses. Nous invitons à trouver une solution à cette situation au plus vite. Le vieux Djibril Seck demande au président de la République d'aller renégocier les licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Depuis le passage du chef de l'État à Guet-Ndar, il dit rester sur sa faim. Quand le président Sall est venu ici avec le président Macron, le chef de l'État sénégalais avait promis qu'il ira en Mauritanie pour négocier les accords de pêche avec la Mauritanie. Mais ce qu'il nous a apporté ne nous convient pas. Les accords nous demandent de débarquer à Ndiago. Nous ne pouvons pas faire ça. Les gardes-côtes mauritaniens sont à côté. Dès qu'un pêcheur traverse, il le chasse. Ce qui explique qu'il y a des morts d'hommes. La frontière est là tout près. On ne peut rien faire. Nous voulons qu'il amène des pêcheurs avec lui pour aller négocier. Nous sollicitons vraiment l'aide du président Macky. Djibril Seck ajoute que si ces licences ne sont pas bien définies, il y aura encore des morts de pêcheurs sénégalais à déplorer. Djibril révèle que les gardes-côtes mauritaniens leur mènent la vie dure. Les Mauritaniens disent qu'ils sont propriétaires des terres de Guet-Ndar jusqu'à Louga. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ils passent leur temps à nous pourchasser. C'est pourquoi vous entendez des pêcheurs tués. Il faudrait que la délimitation de la frontière soit bien claire. Toutes les fois où nous avons été interpellés, ils nous disent que nous sommes fautifs. Des fois, ils nous arrêtent ici et nous amènent à Ndiago. Ils nous laissent marcher sans nourriture, sous une forte chaleur. C'est pas normal. Il faut que coûte que le gouvernement négocie les accords de pêche avec la Mauritanie afin qu'on puisse travailler tranquillement. Nous n'aurons plus à braver le danger en allant en mer. Nous n'avons pas de salaire, c'est la pêche qui nous permet d'avoir des revenus. Des fois, les choses marchent bien, des fois non. Nous prions pour le chef de l'État afin qu'il puisse apporter des solutions aux problèmes de la population. Gourumbat et la Mauritanie ne sont séparés que par quelques mètres. À pied, il vous faut maximum moins de 10 minutes de marche pour entrer en territoire mauritanien. La borne qui sépare les deux pays se trouve à côté du lieu de débarquement des pirogues des pêcheurs sénégalais. Le président du mouvement Walloundar estime que le président Senghor a mal négocié la délimitation de la frontière. Nous sommes en pleine terre mauritanienne. Pour montrer que vraiment la répartition du gâteau n'est pas équitable. La frontière a été mal négociée par notre défunt président Senghor. C'est normal que vous entendiez des morts d'hommes, des blessures. Parce qu'on ne peut pas imaginer avoir une pirogue et à quelques mètres de chez toi, on te dit que tu ne peux pas entrer. C'est un paradoxe.
Donc c'est vraiment c'est une question que nous soulevons sur la DTV et nous interpellons le président Macky Sall, c'est qu'il ait renégocié les frontières. Les tensions entre pêcheurs sénégalais et gardes-côtes mauritaniens font qu'un poste de police a été installé à la frontière pour calmer les ardeurs et éviter les dérapages. Les habitants de la langue de Barbarie parlent même d'anciennes bornes qui seraient situées plusieurs mètres à l'intérieur de la Mauritanie. Ce que j'ai entendu dire est que les anciennes bornes qui sont encore plus loin ont été vraiment récupérées par la Mauritanie et ils ont imposé. C'est dommage. La Mauritanie nous impose ces lois. Par rapport au pétrole, ils nous ont imposé 50-50. Par rapport à la pêche, ils nous ont imposé que nos pirogues puissent débarquer à Ndiago. Par rapport, et malheureusement, ce qui est plus grave, le ministre de l'élevage de la Mauritanie est venu signer un d'accord pour permettre à leurs chameaux de venir vraiment ici, tu vois. Donc c'est un paradoxe. Le Sénégal ouvre ses frontières à la Mauritanie, permet aux chameaux de venir manger ici, et il ferme à nos pêcheurs la frontière. Un cimetière est aménagé à la frontière entre les deux peuples. Chaque partie affirme qu'il est situé sur ses propres terres. Gorma a été habité par des Mours. Donc ils étaient une minorité. Donc c'est obligé d'enterrer les morts ici. Donc si tu as vu ce cimetière, il est en rate. Parce que c'est une minorité qui est là, qui n'avait pas vraiment où enterrer leurs morts. Et ils ont vraiment aménagé un espace pour en faire office de cimetière. Nous sommes avec M. Latir Fall, qui est l'adjoint au maire de Saint-Louis, chargé de la pêche. Monsieur Fall, merci d'être avec nous sur ce plateau. On va dire ce plateau, même si c'est sur la plage. Merci Madame Néaram. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir ici, à la plage de Guendar, et de parler avec vous vraiment sur certaines difficultés vraiment, qui commencent vraiment à créer pas mal de problèmes aux populations de Guendar et de la langue de Barbarie. Certainement, on va venir à ça. Saint-Louis qui est peut-être confronté à d'autres difficultés, mais principalement l'avancée de la mer, un phénomène assez pressant, on va dire, et beaucoup de familles ont été déplacées. Aujourd'hui, comment la mairie s'y prend-elle pour pouvoir gérer ces dossiers-là? Bon, tout d'abord, avant de parler de l'état actuel, vraiment des choses, permettez-moi d'abord vraiment de compatir dans la mesure où ces populations-là dont vous parlez vivent vraiment dans des conditions très pénibles. Des gens qui vivaient dans des constructions, aujourd'hui ici on les amène dans des bâches avec la promiscuité où il n'y a pas assez de toilettes, l'eau manque de pas, donc je dis que vraiment ce sont des difficultés. Mais heureusement que ces populations-là ont bien compris que c'est un phénomène naturel, venant de Dieu, qui fait un phénomène mondial, pour la simple et bonne raison que des problèmes que les Américains règlent avec difficulté, les Français n'arrivent pas à régler. Si ces problèmes-là viennent au Sénégal, les choses ne seront que ce qu'elles sont aujourd'hui. Maintenant, vraiment, pour parler de ces problèmes-là, il faut dire que vraiment, ça fait presque une décennie que Saint-Louis vraiment est en train de pâtir vraiment sur les aléas vraiment des changements climatiques. Au moment où nous parlons, c'est quelque chose comme 200 à 300 familles qui sont déplacées de la langue de Barbarie vers Khariala. Les premiers déplacés vraiment ont eu la chance vraiment d'être relogés dans des conditions acceptables, des logements sociaux qui ont été construits par l'équipe passée. Mais avec la nouvelle équipe, on est en train vraiment de travailler sur un programme qui certes ne permettra pas de régler l'ensemble des problèmes causés par l'érosion cocotière. Mais quand même, avec ce programme-là, nous osons espérer vraiment pouvoir régler les problèmes à hauteur de 70 à 80%, dans la mesure où nous parlons avec l'appui de la Banque mondiale, avec l'appui de l'État français. Vraiment, le maire de Saint-Labour-Mansour est en train de travailler sur un programme, lequel programme va lui permettre de reloger vraiment 650 à 700 familles. Et une fois ces logements terminés, Inch'Allah, au moins le problème de ces populations-là, vraiment. On a vu qu'à Gokhumbath, il y a des travaux qui ont été entamés pour la digue de protection, mais à un certain niveau,
la digue s'est affaissée. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui ce phénomène? Est-ce que les études nécessaires ont été faites avant que ce travail-là soit entamé? Il faut dire que ces travaux-là, ils sont en train d'être réalisés sur une distance de 3,5 km. Ces travaux devaient se faire normalement en 15 mois. Les 4 mois devaient se faire à l'étude. D'accord. Les 11 mois à la réalisation. Pour dire qu'il y a eu des études. Mais nous disons, Dieu merci. Du moment que des manquements se soient signalés vraiment en cours d'exécution. Si ces manquements-là s'étaient signalés après la fin des travaux, il nous serait très difficile vraiment de voir comment corriger ça. Mais heureusement que ces manquements-là se sont faits au moment où FH était en train de travailler. Et l'entreprise a eu à faire des essais. Lesquels essais ont été déposés au niveau dans un laboratoire à Dakar. Ils attendaient les résultats de ces tests-là pour maintenant voir comment corriger ça. Toujours pour dire que, la dernière furie du mois de février-mars, en tout cas, les pêcheurs ont dit que ça fait 30 à 40 ans qu'une pareille furie ne s'est pas produite au niveau de Saint-Louis. Donc je dis que la furie avait, je dirais, atteint son sommet. Donc si, par exemple, 80% de ce qui a été fait a résisté au moment où 10% n'apparaissait, c'est dire que vraiment, ce qui est en train de se faire avec EPAGE est du sérieux. Est-ce que cela ne va pas nécessiter un financement additionnel? Non. Cela ne pas nécessiter un financement additionnel. Il faut dire que EPAGE n'était pas choisi pour régler le problème définitivement. Ça, c'est pas possible. Les travaux de EPAGE ne devaient servir qu'à atténuer les effets de l'érosion côtière. Vous partez à Gormbach, là où des brises-lames ont été posées. On a vu que malgré l'intensité de la furie, les dégâts n'ont pas été énormes. Comparé à Santhiaba et à Gendar, où au moment où nous parlons, EPAGE n'a pas encore commencé à travailler ces quartiers. Pour dire que vraiment nous mesurons à sa juste valeur ce qui est en train de se faire. Mais d'ailleurs, il faut dire qu'avec ces problèmes d'érosion côtière-là, voir quelqu'un qui dit qu'il a la possibilité de régler le problème à 100%. Pensez que le délai qui a été fixé sera respecté, les 15 mois? En tout cas, les 15 mois peuvent ne pas être respectés. Pour la simple bonne raison qu'en cours de travaux, des manquements ont été signalés et il fallait voir comment faire vraiment pour régler ce problème-là. Et les maisons qui ont été marquées sur cet axe, elles seront déplacées, les personnes qui sont à l'intérieur? Il faut dire que, indépendamment du programme du programme de l'État, dans la mesure où il faut dire que quand il y a eu une furie en 2015, le maire de Saint-Louis a fait une requête auprès de l'État. Oui. Laquelle requête était urgente, ça ne peut pas attendre. Et l'État a mis en procédure d'urgence ces travaux-là et l'a confié à EPAGE. Ça, c'est un programme qui consiste à mettre des brises-lames de Gormbach à Gendar sur une distance de 3,5 km. D'accord. Je dis qu'indépendamment de ce programme, le maire de Saint-Louis, Amadou Mansour Faye, est en train de travailler sur un programme qui vise à créer un cordon de sécurité. Il va mettre une zone de sécurité qui ne sera plus habitée. Et si possible, si les moyens lui permettent, il est même question d'endiguer pour au moins bien soutenir le mur de protection afin que les vagues puissent être bien tenues avant d'atteindre les maisons. Mais il faut dire que ce programme-là nécessite vraiment le déplacement le déplacement, la démolition de certaines maisons. C'est la raison pour laquelle ces maisons-là ont été marquées en rouge. Tout ce que vous voyez marqué en rouge, ce sont des maisons qui vont être déplacées. Et au moment où nous parlons, le maire travaille sur un programme de relogement qui vise à créer 650 à 700 logements. Le site a été déjà trouvé? Au moment où nous parlons, la commission travaille sur 3 sites. D'accord. Avec aussi, c'est aussi vraiment l'occasion de saluer vraiment l'apport de l'État en l'espèce, dans la mesure où si la commune de Saint-Louis parvient à faire du concret sur ce programme-là, en une année à 2 ans, c'est parce que vraiment l'État a fait ce qu'il avait à faire. Au moment où nous parlons, il y a 3 sites. Et nous travaillons vraiment sous la direction, sous
J'ai dit que le contrôle du gouverneur, on va choisir un site et ce site-là va abriter 650 à 700 logements. D'accord. Maintenant, c'est là-bas que l'on fera des logements sociaux pour prendre toutes ces maisons-là qui seront impactées par vraiment cette zone de sécurité-là que le maire est en train de créer au niveau de la langue de Babari. C'est de Gokhmbadj à Guenda. Si on prend l'exemple de ce site-là, ici à Khayala. Non, je veux dire, juste à côté, on est à Guenda. Oui. De l'autre côté, vers la digue de protection, c'est Gokhmbadj. Mais je vois qu'à ce niveau, il y a des gens qui refusent de se déplacer malgré les risques qui pèsent sur elles. Aujourd'hui, comment vous comptez vous y prendre pour convaincre ces personnes-là de pouvoir quitter? Non, je crois au moment où nous sommes. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour parler. C'est devenu une question de vie et de mort. Je crois, le moment venu, l'État prendra toutes ses responsabilités pour déplacer ces populations-là. D'accord. Dans la mesure où vous regardez, je dis que ce que vous voyez, je ne dirais pas que c'est seulement au niveau de la langue de Barbarie que vous le voyez. Mais nous avons en face de nous, à 0,50 m, le mur de protection. Lequel mur a été mis ici par l'administration coloniale. C'est depuis 1930. Et vous voyez, sur ce mur-là, il y a des gens qui ont mis des maisons. C'est parce que, il faut dire que certes, la mer a avancé, mais aussi les autres populations de Guenda aussi. Il y a eu un laisser-aller. Nous avons aussi avancé vers la mer. Vous verrez même des poteaux électriques dans des maisons. Pour dire que ce sont les populations qui viennent vers la mer. Et je dis que de pareilles choses, on ne peut plus les accepter. Bon, ça fait à peine un mois. Bon, il y a une maison qui menace une. Les habitants de cette maison-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? La nuit, les populations sortaient pour aller dormir quelque part. Mais le lendemain, ils venaient à 7 heures pour y passer la journée. Quand il y a eu affaissement d'une de ces maisons entre 9h et 10h, mais il y a eu quelque chose comme 7 à 8 blessés. Grave. Et je dis que nous était vraiment l'intervention de la mairie et de son maire. Ces gens-là allaient avoir beaucoup de difficultés dans la mesure où on est dans un quartier où presque une année, nous ne pouvons pas travailler à cause du manque de licence de pêche. Il a fallu que le maire, depuis le Brésil, vraiment actionne ses services, actionne son cabinet, pour que ces populations-là puissent être totalement en charge. Pour une facture qui dépassait 1 200 000. Mais aujourd'hui, on les voit revenir dans ces maisons-là. Je dis que c'est pas normal. Alors, pour l'école Cheikh Touré, j'ai vu qu'un pan de l'établissement s'est affaissé. Les élèves sont relogés dans d'autres écoles? Non, ce n'est pas seulement l'école Cheikh Touré. Guenda, c'est 2 écoles. C'est l'école Cheikh Touré et l'école Ablaye Menkhali. Les deux sont touchés par le phénomène? Toutes les deux, au moment où nous parlons, sont fermées. Parce que le danger est là. Heureusement que le préfet ait pris toutes les responsabilités pour fermer l'école à temps. Mais aussi avec ce programme-là qui est en train que le maire est en train vraiment de dérouler. Le maire, en tout cas, il veut tout faire. Il est en train de tout faire pour déplacer les populations sinistrées. Mais maintenant, pour ce qui est des écoles, Cheikh Touré et Ablaye Menkhali, le maire est en train de voir avec les populations de Guenda comment faire pour que ces écoles puissent rester dans Guenda. Quitte à parler avec certains pères de famille, les dédommager, les donner des maisons. Parce que pour le maire, des personnes peuvent quitter Guenda pour aller à Khayala ou ailleurs. Mais il n'est pas question que les deux écoles qui disparaissent. Sortent Guenda. D'accord. Nous en venons maintenant à l'activité de la pêche. On a rencontré des pêcheurs également qui nous ont fait part de certaines difficultés, notamment avec leurs difficiles conditions d'accès dans certaines zones pour pouvoir exercer leur profession. Il y a un mur, ou en tout cas un périmètre de sécurité qui a été formé pour le site où doit être extrait le pétrole. On a la frontière avec la Mauritanie. De l'autre côté, il y a l'aire marine protégée. Ils ont l'impression d'être dans un cercle et qu'on ne leur permet pas de pouvoir faire leur travail comme il le faut.
À ce niveau également, qu'est-ce qui est fait pour que l'activité de la pêche ne puisse pas souffrir de tous ces paramètres? C'est vrai. Au moment où nous parlons, ça fait presque 1 année à 2 années que le guindarien exerce difficilement son métier. Vous savez, je ne dirais pas guindar, mais la langue de Babari, c'est une bande de pêcheurs à hauteur de 95 à 96%. La pêche va, tout va. La pêche ne va pas, rien ne va. Les années passées, on parlait de nos difficultés avec l'État mauritanien, à savoir les licences de pêche. Aujourd'hui, Dieu merci, avec la découverte du gaz, on va vers une réduction des zones de pêche. Donc, indépendamment des problèmes de licence, maintenant vont se poser les problèmes avec le gaz. Donc, je dis, l'État est en train de tout faire. Mais au moment où nous parlons, les Guindaréens ne peuvent plus attendre. Il faut que l'État fasse tout pour que vraiment que ces licences de pêche-là soient signées le plus tôt possible. Deuxièmement aussi, l'État aussi doit entourer les Guindaréens, les encadrer vers une autre reconversion. Et pourquoi pas la pisciculture, dans la mesure où, au moment où les autres populations du Sénégal vont bénéficier des bienfaits de cette découverte de gaz, je dis et répète que les populations de la langue de Babari vont en pâtir, dans la mesure où on va vers une réduction des zones de pêche. Je dis que c'est quelque chose de très sérieux, c'est quelque chose de très sensible. Pas plus tard, le jeudi passé, le maire nous avait instruit autour de l'adjoint au maire qui avait en charge les questions de gaz, M. Aline Diop, oui. pour essayer de voir qu'est-ce qui est possible de faire afin que les pêcheurs ne puissent pas vraiment beaucoup partir vraiment de ce phénomène-là. Et j'ai dit aussi je demande aussi à l'État de venir à la base et de parler avec les pêcheurs pour que demain, en tout cas, pour dire que demain, certains problèmes ne surgissent pas. Dans la mesure où il serait illusoire vraiment de mettre la charrue avant les bœufs. Dans la mesure où ce sont là où il y a le gaz. C'était des zones qui étaient pêchées par les Guindariens. Mais j'ai dit qu'aujourd'hui, Guindar ne peut pas souffrir des problèmes de proximité avec la Mauritanie. Aujourd'hui, souffrir vraiment... En tout cas, la borne est très proche. Trop proche. Quand on est sur le site, on ne fait pas trop la différence. On peut passer de l'autre côté sans pour autant s'en rendre compte. Non, il faut dire que entre le Sénégal du moins et la Mauritanie, ces frontières-là dont nous parlons vraiment relèvent de l'artificiel. Je dis il est difficile, voire même illusoire de parler de cela, dans la mesure où ce sont deux pays qui ont le même peuple, même histoire, même civilisation, même population. Je dis, il suffit d'aller au marché d'Artou entre 10h et 14h. Mais vous verrez beaucoup de populations mauritaniennes qui viennent ici. Certaines pour aller à l'hôpital se soigner, d'autres pour venir chercher de l'eau, d'autres pour venir prendre des marchandises. Tout comme ici à Guindar, vous verrez des Guindariens qui diront qu'ils préfèrent la Mauritanie que le Sénégal, dans la mesure où leur intérêt est là-bas, de l'autre côté. J'ai dit, pour dire que combien les deux gouvernements doivent tout faire pour que les populations de part et d'autre puissent aller et venir sans problème. Et vraiment, c'est l'occasion vraiment de saluer les deux États avec le président à leur tête. J'ai dit que le voyage du président Macky Sall en Mauritanie le mois passé a réglé pas mal de problèmes. Tout comme aussi, Inch'Allah, nous espérons vraiment recevoir le président Aziz dans les prochains mois au Sénégal. Tout c'est pour dire que les deux présidents ont l'obligation de travailler pour qu'un meilleur être et des Sénégalais et des Mauritaniens. Dans la mesure où c'est le même peuple. Mais pour ce qui est des licences de pêche aussi, nous demandons au président de la République de continuer à instruire son ministre de la pêche. Le président, en quittant la Mauritanie, les deux présidents avaient donné instruction au ministre de signer les accords, de signer les protocoles avant la fin du mois de mars. Là où le ministre de l'élevage, avec son nom le Mauritanien, ont eu à signer pour l'élevage, je dis que le ministre de la pêche... Ça devrait faire la même chose avec le secteur de la pêche. Mais on ne peut pas signer pour l'élevage depuis la fin du mois de mars. Aujourd'hui, on est au mois de mai. Et pour la pêche, rien n'est fait. Je dis que ce n'est pas normal. C'est pas normal. Au moment où, en Mauritanie, nous savons très bien que
En Mauritanie, la partie nord de la Mauritanie a eu une sécheresse très sévère cette année-ci. Donc le chef de Mauritanie est obligé de venir au Sénégal pour survivre. Au moment où nous parlons, les chameaux, les vaches, les moutons entrent sans difficulté. Mais aussi, les populations, les pêcheurs du Sénégal aussi doivent pouvoir aller pêcher en Mauritanie sans difficulté. Je termine par ce point-là. Le secteur de la pêche, certes, mais je vois qu'au niveau de la berge, en tout cas pour les zones où on voit les populations très proches de la mer, le lieu sert également d'exutoire pour les eaux usées et pour les déchets ménagers. À ce niveau également, est-ce que ce n'est pas quelque part une agression qui est faite à la mer et que cela peut participer à repousser certaines ressources? Non, j'ai dit, Naï, la mer est trop agressive. Trop. Bon, l'agression de la mer à un niveau où nous autres populations de Saint-Louis, nous devons arrêter. Bon. Parmi les techniques préconisées pour lutter contre l'avancée de la mer, il y a ce qu'on appelle l'engraissement, le réengraissement des plages. Bon, nos grands-parents, nos mamans nous disent que entre la plage, entre le mur de protection et les vagues, c'était 2 à 3 km. Il y a 40 ans, 50 ans. C'est parce que tout Gendar a été construit à partir du sable marin. L'extraction du sable. Donc je vous dis que l'extraction du sable va constituer un réel problème. Et aujourd'hui, il est question vraiment de reprendre ce sable-là au niveau de la mer pour voir comment faire pour refaire les plages. Bon, aussi, nous devons aussi savoir que ces saletés-là qui sont déversées au niveau de la mer constituent vraiment des actions qui doivent arrêter. Mais aussi, bon, Dieu merci, au moment où nous parlons, bon, la commune de Saint-Louis vient de terminer à hauteur de 70% l'assainissement du quartier de Gendar. L'autre partie, à savoir les 30%, vont être pris en charge par l'État du Sénégal à travers son programme assainissement des 10 villes. Et une fois ce programme terminé, au moins on espère pouvoir au moins régler ce problème-là à hauteur de 80 à 90%. Maintenant, pour ce qui est des 10% restants, on va sensibiliser, parler à nos populations, éduquer pour au moins pour vraiment les faire revenir à la raison. Il faut que ces populations sachent que cette mer-là, la mer est source de vie. Autant nous devons prendre soin de notre corps, autant nous devons prendre soin de la mer. Merci, monsieur Latir Fall. Je rappelle que vous êtes l'adjoint au maire de Saint-Louis et également le chargé du secteur de la pêche. C'était notre invité pour ce numéro. Merci et votre dernier mot. Merci. Vraiment, ça a été un plaisir vraiment de pouvoir parler de ces problèmes-là avec vous. Et aussi, je ne saurais terminer vraiment sans dire aux populations, surtout à celles qui sont à Kharial, que la commune de Saint-Louis, avec son maire à sa tête, sait très bien qu'elles vivent dans des conditions très difficiles. Mais ce sont des choses qui nous sont tombées du ciel. Il était difficile vraiment de dire en 10 ans que Gendar allait vivre la situation qu'elle vit aujourd'hui. Oui. Mais que le maire est en train de tout faire avec l'État du Sénégal à ses côtés, avec la Banque mondiale à ses côtés, avec nos amis français à ses côtés, pour voir comment faire vraiment pour régler leurs problèmes. Et les dire que d'ici sous peu, l'État, la commune de Saint-Louis va monter 250 unités mobiles d'habitation. Ceci, ce sera à la fin, à la fin du mois de mai ou mi-juin. Et ces populations-là qui vivent actuellement, au moment où nous parlons, sous les tentes, vont être relogées au niveau de ces unités mobiles d'habitation. Mais aussi le dire que ces unités mobiles d'habitation ne seront qu'un transit, dans la mesure où le maire travaille à des logements sociaux qui seront terminés, Inch'Allah, au plus tard, avant la fin de l'année 2019. L'érosion côtière, un secteur de la pêche qui agonise, des sinistrés qui attendent un miracle qui pourra leur rendre leur ancienne vie, les licences de pêche, entre autres mots qui étouffent les habitants de la langue de barbarie. Dans ce tableau noir, il y a une lueur qui commence à jaillir,
Il s'agit de la digue de protection qui est en train d'être reconstruite et le chef de l'État qui a pris à bras le corps la question des licences de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie. Les habitants de la langue de Barbarie espèrent que d'ici peu, quelque chose de concret sortira de tout ceci, quelques notes d'espoir pour accompagner ces prières assourdissantes. L'espoir, c'est la seule chose qui leur permet encore de rester debout. Les habitants de la langue de Barbarie espèrent que très bientôt, ils pourront vivre en toute quiétude sans être inquiétés par la furie des vagues. C'est tout pour ce numéro. Merci de l'avoir suivi. Terra vous donne rendez-vous très prochainement dans une autre émission. Et toujours, nous allons à la découverte du Sénégal, vous faire découvrir les bonnes pratiques en matière de préservation de l'environnement. Merci et très bientôt, Inch'Allah, dans un autre numéro et peut-être bien que ce sera du côté de chez vous.